de façon générale, nous revenons ce soir sur la politique africaine du républicain, lui qui, en 2016, entre autres, ou du moins durant son premier passage à la tête d'ailleurs des États-Unis, avait pratiquement ignoré le continent africain. Alors la donne va-t-elle changer cette fois au regard justement de toutes les mutations géopolitiques à travers le monde? Alors quel regard déjà d'entrée, patient parfum d'homme, portez-vous, ou du moins posez-vous sur cette arrivée du républicain? À quoi doit s'attendre clairement l'Afrique? Lui qui a brillé quand même par des déclarations fortes durant sa campagne, promettant justement d'adopter une politique migratoire assez stricte. Il a durci le ton au niveau de la politique migratoire, au niveau des droits de douane. Certains pays africains d'ailleurs s'inquiètent jusqu'ici de l'avenir de l'AGOA, cet acte, ou du moins devrais-je dire cet accord commercial aujourd'hui qui n'a toujours pas été prorogé. On espère, pour certains, le sera d'ailleurs durant cette année 2025. Alors, quel regard posez-vous justement sur cette arrivée du républicain à la Maison-Blanche? Je pense que Donald Trump a un challenge. Il a exprimé pendant toute sa campagne électorale. C'était le retour de la grande Amérique, Make America Great Again. Ouais. Et il y a deux secteurs qu'il a beaucoup appuyé dans ses différentes tournées à l'intérieur du pays pendant sa campagne. C'est la question de l'immigration, vous venez de le dire, mais aussi la lutte économique à travers l'inflation vis-à-vis de la Chine. Donc je crois que ce sont les deux questions très importantes sur lesquelles il va rapidement donner des signaux. Et cette guerre économique qu'il risque de livrer à la Chine risque d'avoir un impact sur le continent africain. On verra plus tard. Mais premièrement, sur le cadre de migration, ça va être un électrochoc s'il met en exécution, n'est-ce pas, ses promesses. Parce que pendant qu'il prêtait serment, il y avait des manifestations déjà ailleurs aux États-Unis. Ah oui, mais parce qu'il a dit parce que vous avez vu les images, d'ailleurs, je pense qu'on aura l'occasion de les avoir. Il dit dès son entrée en fonction en tant que président des États-Unis, il s'attaque premièrement à cette question de l'immigration clandestine, patient parfum d'homme. Je suis convaincu d'entrée. Je suis convaincu que dès demain, il y aura des chapters de reconduction à la frontière qui vont se faire, surtout vis-à-vis de l'immigration qui vient des pays latino-américains, parce qu'il y a quand même des États, il y a des villes aux États-Unis où les gouverneurs de ces États, avec leur administration, ont décidé de faire de leurs États, de leur ville, des espèces de sanctuaires pour les immigrés. Alors pour Donald Trump, ça ne passe pas, parce que ces immigrés faussent, selon son calcul, n'est-ce pas, les efforts du pays dans le cadre de la relance économique par ces immigrés qui ne paient pas les impôts et qui sont en situation d'immigration illégale, qui est contraire d'ailleurs à la loi américaine, selon ses propres dires, et dont les reconnaissances de la frontière se feront de manière massive pour contenter son électorat. Cet électorat qui a peur de cette vague qui arrive et qui risque de leur prendre non seulement leur boulot, mais leur espace. Parce que dans leur projection cognitive, eux, ils sont les vrais Américains, alors que tout ça, toute cette Amérique que vous voyez, c'est le fruit de l'immigration. Bon, deuxièmement, c'est la Chine. Cette guerre économique qui s'apprête d'ailleurs à livrer à la Chine. La Chine qui a été quand même le principal challenger sur le plan économique au point de damer le pion économiquement aux États-Unis. Je crois que les droits de douane, ils risquent de les faire exploser autour de 60 à 70% des produits chinois. Ça va être une guerre d'une férocité hors norme. Le principe de réciprocité est également applicable. Ah oui, s'il prend ça aux États-Unis, la Chine également est capable de dire, monsieur le président, en retour, il y a des produits américains également qui ne vont pas entrer aussi facilement sur le marché chinois. Oui, mais pour l'instant, on a l'impression que c'est une balance qui est un peu déficitaire pour les États-Unis, dont ils essaient de combler le gap, mais surtout intimider la Chine en leur disant il faut être moins vorace parce que sinon vous allez acter notre chute de manière irréversible. Je crois que c'est le débat de fond de Donald Trump aujourd'hui. Bon, sur les questions de la politique internationale, M. Zelensky n'a qu'à bien se tenir. Donald Trump ne pense pas que l'Ukraine est un point extrêmement sensible dans le cadre de sa politique. J'ai encore lu M. Bannon, je pense, avant d'entrer dans ce studio. Si M. Kellogg
essaye de pousser pour donner toujours un avantage au complexe militaro-industriel qui pousse pour que Donald Trump continue dans cette guerre contre la Russie au niveau de l'Ukraine. D'autres estiment que cela n'en vaut pas la peine et on ne peut pas avoir plusieurs fronts au même moment. Il faut laisser la Russie, d'autant plus que Donald Trump lui-même a émis le vœu de s'accaparer et du Canada et du Groenland et du canal de Justement, parce que Panama. Derrière cette politique migratoire qu'il s'apprête d'ailleurs à mettre sur place, il y a également à côté des visées expansionnistes des États-Unis. Canal de Panama, entre autres le Groenland, des territoires aujourd'hui qu'il compte clairement annexer, tout comme le Canada, patient parfait. Oui, mais cela veut dire tout simplement que nous passons... Est-ce qu'on devrait intégrer cela dans son fameux, du moins, rendre la grandeur américaine, entre autres? Je crois que pour le Groenland, c'est presque acté. C'est-à-dire que bon... Pour le Groenland, même si les autorités danoises aujourd'hui essaient de... Non, c'est fini. C'est-à-dire que quand vous voyez les atermoiements des autorités danoises et même des autochtones de Groenland, on comprend très bien que bon, ça va pas être une passe très difficile pour Donald Trump à exécuter. Pour le Canada, on regarde un peu, mais Donald Trump a été clair. Pour le Canada, on ne peut pas dépenser autant d'argent pour votre sécurité et ne pas essayer tenter de faire de vous un État de plus pour que, bon, nous renforcions notre capacité à mieux défendre nos intérêts, mais surtout notre sécurité sur le plan géopolitique international. C'est un avertissement et c'est un signal puissant qu'ils envoient aux pays africains, dont chacun d'entre nous continue de se contenter d'être dans son petit bantoustan. Cela veut dire que si vous n'êtes pas des entités fortes, en étant solidaires, unies, puissantes, vous ne valez absolument rien. Même la Grande Amérique a encore besoin d'espace pour des questions à la fois économiques et géopolitiques. Je ne comprends pas pourquoi les Africains ne le comprennent pas encore très rapidement. C'est pour cela que vous voyez tout à l'heure dans le premier sujet, je revenais toujours en disant mais pourquoi pas l'AUS? L'AUS doit aller rapidement vers une fédération. Le cas de la confédération n'est plus du tout, j'allais dire, viable au vu des enjeux qui risquent de bousculer tout l'agenda et surtout la nouvelle dynamique sur le plan international. Il faut absolument que les Africains le comprennent, que les regroupements sous-régionaux soient comment on dit ça, la chose que nous allons continuer maintenant à mettre en place, parce que si ce n'est pas le cas, effectivement, des shithole countries, comme Donald Trump les a appelés lors de ses premiers mandats, il va continuer à les considérer ainsi, parce qu'on ne construit pas, on n'est pas dans la construction de puissance, on n'est pas dans la construction de la force, nous restons chacun de nous dans son petit carcan, n'est-ce pas, charcuté là, comme nous sommes, et chacun de nos dirigeants essaie de s'arc-bouter au niveau de la tête de son État, en estimant et en espérant que c'est comme ça qu'il va faire le bonheur des Africains. Cette phase-là est terminée, elle est dépassée. Mais peut-il réellement tirer les leçons de l'échec de l'administration Biden sur le continent? On rappelle, patient parfendum, que c'est pratiquement la dernière minute que Joe Biden a décidé de se rendre sur le continent africain face justement à toutes ces mutations. On ne comprenait pas trop pourquoi. Lors de son premier passage à la tête de l'État, ou du moins à la Maison-Blanche, vous l'avez dit, il avait traité les pays africains de trouara. Vous l'avez clairement mentionné. Est-ce qu'il est capable à la fois de tirer les leçons des échecs de sa politique africaine, à la fois lors de son premier passage à la tête de l'État, mais également l'échec justement de l'administration Biden? Mais je pense qu'il a déjà tiré toutes ces leçons, ces enseignements surtout. On voit très bien, il essaie de faire le lien. Parce qu'entre 2016 et 2025, il y a beaucoup de choses qui ont changé, patient parfendum. Il y a les dynamiques des révolutions aujourd'hui qui, entre autres, s'emparent du continent africain. Au niveau de la géopolitique internationale, beaucoup de choses ont changé, patient parfendum. Oui, mais l'Afrique n'a pas encore fait le pas où on l'attend. Mais elle a tout de même fait un pas capable d'influencer la politique américaine aujourd'hui sur le continent, patient parfendum. Mais pas avec... Les États-Unis ne vont plus parler au continent avec autant de condescendance qu'auparavant. D'accord, mais pas avec la structuration des États tels qu'ils sont là aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Je vous rappelle que la question a été posée à M. Donald Trump. Comment allez-vous faire pour contraindre le Canada à vous rejoindre? Allez-vous faire la guerre au Canada? La réponse est simple. Il dit non, je n'ai pas besoin de faire la guerre. Je vais tout simplement appliquer les sanctions économiques et ils seront obligés de se plier à mes exigences.
Si vous imaginez les masses d'argent énormes que Donald Trump veut, par exemple, acquérir à travers les fonds vautours, et dont une partie, il a dit, l'un de ses conseillers, il va l'investir en Afrique, je peux vous dire, avec cette Afrique qui a mal de capitaux et de liquidités, ça risque de bouleverser complètement tout le chemin économique de nos États. Donc, faisons très attention, je continue de le dire, ce que Donald Trump et ses think tanks à travers lui exprime, ce n'est pas des paroles en l'air, c'est des choses bien pensées, bien réfléchies, qui risquent vraiment de créer beaucoup de problèmes. Sur beaucoup de plans, attention, certains points de Donald Trump risquent de retrouver l'assentiment des Africains. Les questions, par exemple, civilisationnelles. Donald Trump est contre le wokisme. L'Afrique est contre le wokisme. On remarque des convergences, justement. Voilà, il y aura des convergences. Oui. Il y a un certain nombre de plus de 30 chars dans les sports. Dans les sports, dans l'armée. Il a martelé, justement, avant de prendre fonction. Donc, les Africains ne vont plus continuer à considérer la mairie de Donald Trump avec la même aigreur et la même, j'allais dire, le même rejet qu'il avait avec le gouvernement de Biden. Donc, il y a beaucoup de choses qui risquent d'être moins reprochables à M. Donald Trump, même s'il s'est fait entourer de tous les grands milliardaires américains. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe. Mais surtout, ce qui risque d'être les grands perdants dans cette affaire, c'est l'Europe. Et l'Afrique, si l'Afrique reste en l'état actuel. C'est l'Afrique aussi. Mais reconnaissons tout de même qu'il y a des pas significatifs. Je n'ai pas dit non. L'Afrique de 2025 n'est pas l'Afrique de 2016. J'ai contribué, mon cher ami. Oui, mais je dis entièrement. J'ai contribué, donc je sais de quoi je parle. Mais je dis attention, quand je vois un monsieur comme ça arriver, et il dit moi je vais prendre le Groenland, je vais prendre le Canada, je vais prendre le canal de Panama. Je me dis, ça veut dire qu'il a hissé le jeu à notre niveau. Il faut que nous aussi, nous soyons capables de hisser le jeu à ce niveau, même si les prophètes, comme nous, comme disait quelqu'un, qui avions toujours tort d'avoir eu raison le premier, sont souvent jetés à la verdict populaire, mais je dis depuis très longtemps, qu'aucun de nos États ne pourra s'en sortir seul. Les enjeux de demain, du futur seront tellement colossaux qu'il faut absolument qu'on détruise ce qui a été construit à Berlin et pour reconstruire une nouvelle réalité qui corresponde aux enjeux mondiaux et de la géopolitique mondiale aujourd'hui. L'Afrique ne peut pas continuer de se contenter en restant dans les cadrages que nous avons là aujourd'hui, parce que si nous restons comme ça, cela veut dire qu'on donne la possibilité à des gens qui soutiennent Donald Trump et à l'Europe de faire de nous des espèces de miches de pain, tout simplement. Il faut que l'Afrique compte, et pour qu'elle puisse compter, il faut qu'elle comprenne qu'il n'y aura pas de bisounours, il n'y aura pas de tout le monde, on se fait des bisous, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. La compétition sera de plus en plus féroce. Et pour cela, il faut qu'on monte, n'est-ce pas, en grade au niveau d'une réponse que nous pourrons apporter à ce monde qui est fait de vautours, qui est fait de hyènes, et où il n'y aura pas de cadeaux à faire à qui que ce soit. Et aux Africains de le comprendre aujourd'hui. Et c'est ce que moi je tire de toute façon de manière ramassée de ce qui arrive là avec cet ouragan Donald Trump qui ne fera de cadeau à personne. Je dis bien à personne. Et il ne va pas. De toute façon, on le voit avec les Européens. Il menace. Il dit si vous ne marquez pas votre participation dans le financement de l'OTAN, je sors de l'OTAN parce qu'elle ne sert à rien. Quand vous entendez quelqu'un le dire, ne nous dites pas que c'est un fêlé. Qui a bu un peu de fofon, comme on dit chez nous, vulgairement au Cameroun, pour dire que non, ça veut dire que les gens se sont réunis. Des think tanks ont réfléchi dans l'ombre et ils ont dit le monde de demain, voilà ce qu'il va représenter, parce que la Russie vient de nous démontrer qu'à lui tout seul, il est capable de tenir tête à l'ensemble de l'OTAN. Ça veut dire que nous devons nous aussi essayer de nous hisser, de tirer vers le haut notre capacité, n'est-ce pas, à continuer à regarder, à toiser le monde. Et pour cela, je suis obligé de le dire, mon cher ami, on ne peut pas se payer le luxe de continuer de regarder cette affaire-là comme ça, en ne tirant pas les leçons qu'il faut pour que demain et après-demain, nous soyons enfin des espaces où les Africains pourront d'abord compter sur eux-mêmes. Avec ce que le Mali vient de faire, mais à une autre étape, à l'échelle un peu plus costaud que ce qui se passe là aujourd'hui. C'est seulement comme ça
que je pense que ni Donald Trump, ni que ce soit, ne va pas continuer à considérer les États africains comme des espèces de shithole countries. Voilà. Alors, il y a certains téléspectateurs qui vous demandent d'être beaucoup plus optimiste, patient parfainement, sur le. Je le suis, mais je vois l'avenir, il est comme il est. L'avenir, il est comme il est. Vous êtes réaliste. Oui, l'avenir, il est comme il est. Il ne tient pas compte de nos émotions, soyons réalistes. L'avenir, il est comme il est. Il est d'une brutalité inouïe. Il est d'une sauvagerie, d'une barbarie hors norme. Seuls ceux qui se seront préparés d'avance pourront vraiment tenir. Regardez ce qui s'est passé à Gaza avec l'accord de cessez-le-feu qui est entré en vigueur il y a quelques heures. Malgré le fait qu'il n'y a pas encore de contrat politique à terme pour un État palestinien. Oui. Mais regardez ce qui s'est passé. Les gens chantent, c'est un les soulagement louanges, déjà. Soit-disant le soulagement, mais Gaza est dans quel état? Totalement. Regardez ce qu'on restitue aux Palestiniens. Mais j'ai regardé encore les images aujourd'hui, je me suis dit attention, parce que ce qui se passe là, et surtout ça, un accord politique, l'accord militaire, c'est n'importe quoi. Demain ou après-demain, la guerre, Netanyahu peut décider que bon, maintenant que j'ai récupéré tous mes otages, je peux reprendre la guerre. Qu'est-ce qui va l'en empêcher? Donc, soyons vraiment, quand on me dit d'être optimiste, je le suis. Je suis optimiste quand je vois par exemple que l'Éthiopie et la Somalie ont enfin renoué le fil du dialogue, ouais. et que là ça passe. Voilà les événements qui me donnent de l'espoir. Mais je ne peux pas du tout être, optimiste quand je vois que sur un coup de tête, le Tchad décide de ne plus continuer à utiliser le port de Douala pour ses marchandises et il décide de passer par la Guinée équatoriale, sans qu'on ne comprenne très bien pourquoi. Ça veut dire qu'au niveau de nos dirigeants, on met beaucoup plus d'émotions devant. On ne met pas la construction solidaire, globale du lendemain de nos espaces en avant. Et ça, c'est très, très dangereux parce que des divisions, à la fois régionales, à la fois des pays, à la fois ethniques, qui sont le socle de notre faiblesse, risquent de s'aggraver encore avec cette puissance de l'argent qui risque de déferler sur notre continent.